Rebonjour, ça continue ici à l'abbaye de Fontevraud et nous sommes ravis d'accueillir Jean-François Clairvoy qui fait une activité, on va pas dire métier parce que c'est plus que ça, qui fait rêver tout le monde, et puisque vous êtes astronaute dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, mais vous avez volé 3 fois dans l'espace avec les Américains, avec la navette spatiale, et vous avez des activités très opérationnelles. Maintenant, on va parler de tout ça ensemble. Donc, merci, bienvenue de passer, merci de passer du temps avec nos internautes. Et on va commencer tout de suite avec Laurie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir astronaute ? Alors, je crois que j'ai toujours, depuis tout petit, j'aimais toujours voir de haut et de loin. Quand je vois une tour, je veux monter au dernier étage. Quand je vois une montagne, je veux aller en haut. La tour Eiffel, je veux aller en haut. Et en plus, j'avais 11 ans au moment d'Apollo 11. Et le professeur nous disait, quand vous aurez mon âge, quand vous serez adulte, vous pourrez aller passer le week-end, vos vacances dans l'espace, sur la Lune. Et je l'ai cru. Donc j'ai toujours eu cette idée enfant que j'irais dans l'espace, pas pour exercer un métier, mais j'irais pour le plaisir. Sauf que votre prof, il s'est trompé. Il y a très peu de gens qui vont dans l'espace et vous avez le privilège. Alors entre-temps, j'ai voulu être architecte, médecin, mais quand j'ai commencé mes études d'ingénieur, l'espace me travaillait toujours. Je voulais travailler sur les sondes interplanétaires qui étudiaient Saturne, Jupiter, toujours voir de loin et de haut. Et les sondes interplanétaires sont à des milliards de kilomètres. Ouais, bien sûr. Et là, une fois que je travaillais au CNES, le Centre national d'études spatiales, je disais à mes collègues, s'il y a un appel à candidature, je serai candidat. Mais là, pour en faire un métier, et j'ai gagné. Oh bah bravo, c'est super. Une question de Jeanne, une question qu'on a dû vous poser des milliers de fois, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-haut ? Alors, je commencerai même au décollage. Moi, je résume par 4 grandes sensations majeures, sans parler des émotions. Je parle des sensations par nos sens. Au décollage, une très forte poussée, une sensation de puissance sous les fesses. Là. On atteint une fois la vitesse du son au bout d'1 minute, 5 fois la vitesse du son au bout de 2 minutes, et on est à 25 fois la vitesse du son, 28 000 km/h au bout de 8 minutes et demie quand on éteint les moteurs pour toujours. Après, le ciel noir en plein jour. Le ciel est noir, noir d'encre tout le temps, même du côté jour de la Terre. Le phénomène d'apesanteur, c'est probablement la sensation la plus spectaculaire sur le plan physique. On ne sent plus qu'on a un poids. On peut même en oublier qu'on a un corps. Parce qu'on ne sent plus son corps. On ne sent plus qu'il y a de la masse. Voilà. Mais la 4e sensation, probablement la plus bouleversante pour le reste de l'existence des astronautes, c'est la vue de la Terre. La vue de la Terre de très haut qui défile à raison de un tour du monde toutes les heures et demie, 16 tours du monde par jour. C'est magnifique, c'est émouvant, on en a les larmes aux yeux et on se sent un peu détaché parfois comme un extraterrestre. On se met à la place d'un extraterrestre qui vient, qui découvre la planète, qui dit « Waouh, que c'est beau !» Mais on sait que notre vie est sur place, donc on raisonne après. Mais voilà, la sensation, c'est une sensation privilégiée d'observateur qui a du recul sur la planète et une sensation physique spectaculaire du fait d'absence de sensation de poids. Alors, une double question. L'une de Stacy, la Terre vue du ciel, donc c'est ce dont vous parliez, est-elle dans un état aussi catastrophique qu'on le dit, en tout cas par rapport aux autres planètes sans occupation humaine? Est-ce que le fait d'avoir vu la Terre depuis l'espace a éveillé en vous un devoir, entre guillemets, écologique? Alors d'abord, par comparaison aux autres planètes, les autres planètes sont désertiques. C'est une vue uniforme. La Lune, Mars, c'est uniforme. C'est beau, mais c'est monocouleur. Donc on ne peut pas trop comparer. Maintenant, à l'œil nu, il n'y a rien qui saute aux yeux des dégâts que cause l'humain sur Terre. Mais comme on a des cours avant la mission, et on nous demande de prendre des photos précises d'endroits où on pollue, d'endroits où les bateaux dessalent, d'endroits où on déforeste, là on prend des caméras avec des zooms, des jumelles, et là on voit ce qu'on fait qui n'est pas très beau. Mais la première sensation visuelle, encore aujourd'hui, la Terre est magnifique, elle domine par sa force géologique, climatique, et elle nous survivra d'ailleurs. Donc on a la sensation de fragilité, surtout par l'épaisseur de l'atmosphère vue à l'horizon, qui est du papier de cigarette. Si vous voulez, sur une Terre d'1 mètre de diamètre, à l'échelle d'une planète d'1 mètre de diamètre, l'atmosphère, c'est même pas 1 millimètre, c'est rien du tout. Et là, on se dit, la vie est fragile, pas la Terre, la vie est fragile. Effectivement, pour répondre à la dernière question, tous les astronautes se sentent naturellement le devoir de s'engager pour la protection de la planète, de la vie sur la planète, de l'atmosphère, de l'océan. C'est pas plutôt la vie sur la planète, parce que la planète, si on a arbitré entre la planète et les hommes, je suis entièrement d'accord. Quand on dit que la Terre est fragile, c'est égo-anthropocentrique. La Terre n'est pas fragile.
Elle a sa propre vie géologique, climatique et elle nous survivra. Mais la vie est fragile. Et j'ai des collègues qui sont membres du WWF, d'autres de l'UNICEF, de l'UNESCO. À titre personnel, je parraine une association de protection de l'océan en Polynésie française qui s'appelle Te Mana O Te Moana, qui veut dire l'esprit de l'océan. Parce que quand on regarde la planète de l'espace et qu'on voit que c'est un vaisseau spatial, eh bien l'océan, c'est le système de support vide de notre vaisseau spatial Terre. C'est l'océan qui est le principal producteur d'oxygène, absorbeur de gaz carbonique, principal régulateur de la température, de l'humidité. Donc il faut protéger l'océan en premier si on veut protéger la vie. Et ça commence par la source des rivières qui se jettent dans l'océan, au sommet des montagnes. Alors, Maliri nous dit, c'est quoi la vie d'un après-spationaute, ou plutôt la vie d'après d'un spationaute, ou d'un astronaute, puisqu'il faut dire astronaute. Difficile d'être encore ébloui par quoi que ce soit quand on est sorti de l'atmosphère, non ? Alors c'est vrai que le commandant de bord de mon premier vol me disait, dites-vous à chaque fois que vous volez que ce sera peut-être votre dernier vol. Donc pensez à tout ce que vous voulez faire et profitez-en et en même temps faites bien votre travail. Alors je suis toujours actif dans le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne, mais c'est vrai que mes chances de revoler, même si elles ne sont pas nulles, elles sont très très faibles parce qu'on a très peu d'opportunités de vol aujourd'hui. C'est en gros un vol tous les 2 ans pour un Européen, donc ça revient pour un Français en gros une fois tous les 10 ans. Ouais, d'accord. Et là on a un tout jeune qu'on vient de sélectionner qui va voler dans 2 ans, donc c'est lui qui fera le prochain vol. Mais c'est vrai que quand on pense qu'on a peut-être fait son dernier vol dans l'espace, c'est très dur de se trouver un objectif dans la vie ou une activité qui va être aussi grandiose. Donc il faut faire preuve d'humilité, accepter le fait qu'on fera peut-être plus jamais quelque chose d'aussi grand, d'aussi fort, d'aussi émouvant et se dire finalement le devoir de ce qui me reste à faire, à vivre sur Terre, c'est rendre compte, sensibiliser les populations, les jeunes, leur faire comprendre qu'ils ont de la chance de vivre sur une super planète et leur raconter notre histoire, leur donner envie d'être audacieux, de se lancer des défis, même si on n'est pas sûr de les atteindre, et avoir le sens de la fragilité de la vie sur Terre. Voilà, mais il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, c'est très dur et on pète les plombs. Donc, pour une fois, je vais vous poser une question moi-même. C'est intéressant ce que vous disiez au début sur votre vocation, c'est-à-dire que votre prof vous disait oui, dans 20 ans, 30 ans, ce sera vous irez en week-end sur l'espace. Dans l'espace, comment vous expliquez le fait que votre prof soit trompé, enfin, tout le monde soit trompé, hein, pas votre prof, et est-ce que c'est amené à, est-ce que ça peut changer, est-ce qu'on peut enfin voilà, est-ce que l'espace peut redevenir un endroit beaucoup plus visité, un endroit, on va plus parler de conquête parce que c'est un peu agressif, mais oui, exploration. Oui, voilà. Mais je crois que le professeur s'est trompé parce que il faisait naturellement la comparaison avec l'histoire de l'aéronautique. Mais finalement, les lois de la physique, qui sont incontournables, nous disent que pour accéder à la vitesse orbitale qui fait qu'on reste en orbite, qu'on ne redescend pas tout de suite, il faut mettre en jeu une somme d'énergie tellement considérable que c'est très très difficile. Aujourd'hui, mettre au point un moteur fusée, mettre au point une fusée, c'est très difficile. Toutes les grandes puissances spatiales s'y sont cassées les dents au début et ont eu des échecs. Pour vous donner une idée, si on pouvait convertir en puissance électrique la puissance développée par les moteurs de la navette spatiale au décollage, on pourrait alimenter en électricité la moitié de la France en électricité, tout client confondu, particulier et usine, quand on atteint son pic de 90 gigawatts l'hiver, que tout le monde met son chauffage électrique. La moitié de la France entière. C'est énorme. C'est ça qui fait que c'est très risqué, que c'est coûteux, et donc c'est pas abordable pour le grand public. Et ça le restera encore pendant longtemps. Le vol suborbital, qui demande beaucoup moins d'énergie parce qu'on prend juste de l'élan pour monter à 100 km, avoir l'expérience de l'astronaute pendant quelques minutes et redescendre, c'est de l'ordre de 200 000 €. C'est très très cher encore. Mais ça reste accessible à des dizaines de milliers de personnes, des gens très riches, très aisés. Mais le vol orbital, ça restera encore réservé à des professionnels tant que ce sera risqué à cause de l'énergie mise en jeu et que ça mettra en jeu des sommes considérables qui restent seulement l'objet de programmes publics aujourd'hui. Le vol habité, c'est encore des programmes. D'accord, ça c'est une explication qui est tout à fait, enfin qui paraît tout à fait convaincante. Mais en revanche, même le vol public, on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est moins porteur d'espoir que ça l'était. On avait beaucoup d'espoir au moment de... Oui, parce qu'on a vendu malheureusement à tort le vol habité spatial il y a une vingtaine d'années en Europe comme étant un moyen de faire du business.
Mais en fait, on en est revenu aujourd'hui. La raison première pour laquelle on va dans l'espace, c'est pas pour y faire de la science. La science à elle seule ne justifie pas tout l'effort d'aller dans l'espace. C'est d'abord plus philosophique, stratégique pour un pays, pour une puissance spatiale. Et ça répond aussi à l'instinct de l'homme d'explorer. Quand l'homme est capable physiquement, par son intelligence, d'aller dans un endroit extrême, voir ce qu'il y a, là où il n'est jamais allé, comme disait Captain Kirk dans Star Trek. Notre mission, aller avec audace vers l'inconnu, là où on n'est jamais allé, rechercher des traces de vie. Et c'est ce qu'on fait avec toutes nos sondes interplanétaires. La mission première, rechercher les traces de vie éventuelles sur Mars, sur des astéroïdes. Est-ce qu'il y en a sur d'autres planètes? Voilà, répondre à ces questions-là, mais en y mettant des sommes raisonnables. Et aujourd'hui en Europe, on met moins de 1 euro par personne par an. Donc ça coûte pas cher par rapport aux centaines ou milliers d'euros par personne par an dans l'éducation, la sécurité sociale, etc. Donc ça reste raisonnable, mais le jour où on se refuse d'aller explorer alors qu'on en a les moyens, en y mettant des sommes raisonnables, des budgets raisonnables, comme je l'ai dit, on déclinera. L'exploration, c'est dans la destinée de l'homme d'accroître ses connaissances, et avec ça, d'accroître le progrès, et puis aussi de répondre à la question d'où l'on est, où l'on va. On change de sujet, parce que une question de stupeur. Qu'est-ce que le comité de soutien de l'Institut de recherche des expériences extraordinaires dont vous faites partie? C'est vrai que ça interpelle. L'INRES, Institut des recherches extraordinaires. C'est génial comme nom. Ça. Oui, c'est en fait un forum, une association créée par un ami qui a eu des expériences assez extraordinaires vis-à-vis de la mort et qui se rendait compte qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui vivent des expériences absolument insolites du type sortir du corps, télépathie, ce genre d'expérience. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de passer pour des huluberlus, pour des fous. Ouais. Or, c'est factuel, les gens vivent ça. Donc il a voulu créer une association où des personnes peuvent se parler entre eux en sachant qu'il y aura une écoute. Et je soutiens cet institut parce que je sais il est sérieux. Ce forum, cette association est sérieuse. J'ai assisté à des travaux. Je connais des psychiatres qui rencontrent des gens qui vivent des expériences extraordinaires. Et ces gens-là sont totalement sains d'esprit. Il ne faut surtout pas se poser la question, est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont vécu? Parce qu'on n'a pas la réponse. Mais le fait est qu'ils l'ont vécu. Donc je le soutiens parce que je pense que c'est présomptueux de penser que la science explique tout aujourd'hui. Il faut accepter qu'il y a encore de l'inconnu, il y a encore de l'inexplicable. Et cet institut permet à des gens qui ont l'esprit ouvert de parler de l'inexplicable. Voilà. D'accord, effectivement, c'est passionnant. Dernière question, qu'est-ce qui vous motive à participer à la Global Conférence? Quel rôle vous allez y jouer? Je pense que les astronautes sont non seulement des ambassadeurs de leur agence spatiale, de leur pays, de leur continent, ce sont des ambassadeurs de la Terre. Le fait qu'on ait vu la Terre dans sa globalité nous donne le devoir de témoigner. Et les ateliers de la Terre sont une excellente opportunité pour que les astronautes s'expriment, rendent compte de leur expérience, sensibilisent ceux peut-être qui viennent aux ateliers de la Terre sans être vraiment convaincus. Mais quand on leur dit la Terre est un vaisseau spatial et que on se doit de le gérer comme nous on gère notre propre vaisseau spatial, et je peux vous dire qu'on a des règles strictes pour gérer les équipements, le fonctionnement des systèmes, les ressources, l'eau, l'oxygène qu'on respire, l'électricité, on peut peut-être apporter des leçons, en tout cas un témoignage qui va peut-être convaincre encore plus le besoin d'apprendre comment fonctionne la Terre. Pour ça, on a besoin d'espace. Une fois qu'on sait comment elle fonctionne, apprendre à la gérer le mieux possible. Et toute dernière question, nous qui sommes frustrés à votre différence de ne pas avoir eu la chance de voir la Terre de tout là-haut, est-ce que Gravity, ça nous donne une petite idée ou est-ce que c'est vous l'avez vu le film? Oui, oui. Alors, le film Gravity, sur le plan sensoriel. Oui, c'est ça, exactement. L'acoustique, visuellement, les vaisseaux à l'intérieur, à l'extérieur, les mouvements, la pesanteur, la vue de la Terre, c'est exactement ça. Ah bah super, alors on a pu vivre un totalement petit peu ce que vous avez vécu. Le scénario, tel quel, c'est pas possible, mais si on le découpe en petites tranches individuelles, parce qu'il y a plein de choses qui se passent les unes après les autres, il y en a plusieurs, ça s'est déjà passé comme ça, d'autres, ça s'est pas passé comme ça, mais si ça se passait, ce serait comme ça, et puis il y a quelques tranches où c'est pas réaliste. Ouais. Enfin, il y a des fois des tranches assumées. Mais le feu à bord, on a connu ça. Ouais. Impact d'astéroïdes, de débris
il n'y en a pas eu à caractère catastrophique comme on voit dans le film, mais le risque existe. Et si ça se passait, ça se passerait comme ça. Sauf qu'il n'y aurait qu'un débris. Un débris tout seul peut déclencher la même catastrophe. Mais il n'y a jamais un nuage de débris comme on le montre dans le film. Mais pour que le spectateur le ressente, il faut qu'on le montre. Pour faire ressentir l'hostilité de l'espace et de ce problème des débris, il fallait montrer ce nuage et le voir arriver. Alors que dans la pratique, le débris dangereux, mortel pour vous, on ne le voit pas. Il y a une seconde, il est à 10 km. Parce qu'il voyage à 10 km par seconde. Donc on ne le voit pas, on voit que le dégât au moment où il est causé. Si c'est à côté, ben, tant mieux pour moi. Si c'est là où je suis, tant pis pour moi. Mais le risque est réel. Très bien, ben merci beaucoup. C'était passionnant. Et bonne Global Conférence alors.